Je me suis précipité à l'hôpital après avoir appris que mon fils avait eu un accident de voiture. Le médecin s'est approché de moi avec un visage pâle. En préparant la transfusion sanguine, nous avons découvert quelque chose d'incroyable. Quand j'ai vu les résultats des tests qu'il m'a montrés, j'ai cessé de respirer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans une maison blanche en bois située dans un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de Boston, Lauren Carter préparait son café du matin. De la fenêtre de la cuisine, elle pouvait voir le jardin où les feuilles d'automne arboraient de magnifiques couleurs. Une satisfaction paisible illuminait son visage. Après 16 ans de mariage, elle ressentait un profond attachement à la vie quotidienne qu'ils avaient construite dans cette maison. « Bonjour, maman. » C'était son fils, Jacob, qui descendait les escaliers. À 15 ans, il dépassait déjà la taille de son père, Daniel, et brillait en tant que joueur vedette de l'équipe de basket. Chaque fois que Lauren voyait la croissance vigoureuse de son fils, elle était étonnée de la vitesse à laquelle le temps passait. « Bonjour, Jake. Tu es encore debout de bonne heure aujourd'hui. J'ai entraînement ce matin. Et puis, je rentrerai tard après l'école à cause des activités du club. Le coach va nous apprendre de nouvelles tactiques, répondit Jacob en versant du lait dans un verre. Ses yeux bruns et vifs étaient un héritage de son père, et son sourire amical charmait beaucoup de monde. Ses notes étaient également excellentes, et il ambitionnait de faire des études de médecine, comme son père. Oh, vraiment? Alors je préparerai le dîner un peu plus tard. Alors que Lauren préparait des toasts, son mari Daniel descendit les escaliers en toute hâte. En tant que chirurgien, il était fier de son travail, sauvant la vie de nombreux patients à l'hôpital central. Il était grand, et les quelques cheveux blancs parsemant sa chevelure noire lui donnaient un air intellectuel. « Bonjour tout le monde. J'ai une opération d'urgence qui commence à 7 heures aujourd'hui. » Daniel embrassa légèrement le front de Lauren tout en ajustant sa cravate. Ils s'étaient rencontrés à l'université et s'étaient mariés après avoir obtenu leur diplôme. Il était alors étudiant en médecine et elle se spécialisait en linguistique au département de littérature lorsqu'ils s'étaient rencontrés par hasard à la bibliothèque. « Prends soin de toi, mais n'en fais pas trop. » Daniel sourit doucement à l'expression inquiète de Lauren. Bien qu'il fût extrêmement responsable dans son travail, il était aussi un mari et un père idéal qui accordait de l'importance au temps passé en famille. Le week-end, il dînait toujours avec sa famille, et dès que possible, il se précipitait pour encourager Jacob lors de ses matchs. « Compris. Toi non plus, tu ne devrais pas veiller trop tard pour respecter tes délais. » Lauren travaillait à domicile comme traductrice indépendante. Elle couvrait un large éventail de domaines, des articles médicaux aux romans, et était particulièrement reconnue pour ses traductions en anglais, français et espagnol. Elle avait choisi ce travail parce qu'elle voulait suivre de près l'évolution de Jacob. Lorsque la sonnette retentit, Jacob se leva précipitamment. « Le bus scolaire est là. J'y vais. Fais attention. Je t'aime, » lança Lauren. Jacob sourit timidement et agita la main. Daniel se leva également après avoir bu une gorgée de café pour se rendre à l'hôpital. « Je serai peut-être en retard ce soir, mais j'essaierai de rentrer à temps pour le dîner. » Seule dans la cuisine, Lauren savourait le silence. Sa belle-mère, Margaret, qui leur rendait visite environ 2 fois par mois, était encore pleine d'énergie à 65 ans et soutenait la famille avec la nature attentionnée typique d'une ancienne infirmière. La veille encore, elle avait apporté une tarte aux pommes faite maison, pour le plus grand plaisir de Jacob. « Margaret est une personne si gentille, » pensa Lauren sincèrement. Sa belle-mère la chérissait comme sa propre fille et l'avait accueillie chaleureusement dès le début de leur mariage. Le père de Daniel était décédé 10 ans plus tôt, mais le plus grand bonheur de Margaret était de voir son fils et sa belle-fille heureux. La lumière matinale inondait le salon, illuminant l'étagère décorée de photos de famille. De nombreuses photos documentant la croissance de Jacob, des souvenirs de voyages en famille, des photos d'anniversaire. Tout était précieux pour Lauren. Elle ressentait une profonde satisfaction dans sa vie. Un mari aimant, un fils excellent et gentil, une belle-mère compréhensive. Bien que sa vie ne fût pas parfaite, elle avait réussi à construire une famille heureuse. Son travail de traduction était épanouissant et elle avait suffisamment de temps pour sa famille. C'était le quotidien ordinaire et heureux de Lauren Carter. Le lundi matin commença paisiblement, comme d'habitude. Après avoir dit au revoir à sa famille, Lauren se dirigea vers le bureau au premier étage. La lumière du matin qui filtrait par la grande fenêtre éclairait son bureau bien organisé. Aujourd'hui,
3 traductions d'articles médicaux et la relecture finale d'un roman français l'attendaient. Sa tasse de café à la main, Lorraine alluma son ordinateur. Elle vérifia les emails non lus affichés à l'écran et organisa les demandes supplémentaires de ses clients. Avec plus de 10 ans d'expérience en tant qu'indépendante, elle avait appris à travailler efficacement. La traduction médicale, en particulier, impliquait de nombreux termes techniques, et elle faisait souvent appel aux connaissances de Daniel. Lorraine était secrètement fière d'avoir un travail qui leur permettait de se soutenir mutuellement en tant que couple. Vers 10 heures du matin, après avoir terminé la première traduction, elle commença à préparer une collation dans la cuisine. Elle avait l'habitude de faire des cookies aux pépites de chocolat, les préférés de Jacob, pour qu'il puisse les manger à son retour. L'arôme chaleureux du four se répandit dans toute la maison, réchauffant également le cœur de Lorraine. « Jake sera encore en retard aujourd'hui, probablement vers 18 heures, murmura-t-elle en regardant l'horloge. L'entraînement de basket était difficile, mais Jacob ne s'était jamais plaint une seule fois. Au contraire, il avait la confiance du coach et des aînés, bien qu'il ne soit qu'en première année, il avait été sélectionné comme titulaire. Le tournoi de district approchait le mois suivant. Selon Jacob, le moral de toute l'équipe était au plus haut. L'après-midi, Lorraine commença à travailler sur sa deuxième traduction. Il s'agissait cette fois d'un chapitre d'un roman contemporain écrit en français. Traduire en japonais les expressions délicates caractéristiques des romans d'amour était difficile, et elle travaillait avec soin, consultant les dictionnaires à plusieurs reprises. Elle devait transmettre avec précision les intentions de l'auteur tout en rendant le texte accessible au lecteur japonais. À 13 heures, un court message de Daniel arriva. Opération terminée avec succès. Consultation cet après-midi. Je t'aime. Bien que le contenu fût simple, il fit naturellement sourire Lorraine. C'était un mari attentionné qui contactait toujours sa famille, même lorsqu'il était occupé. À 14 heures, elle termina la traduction de l'article médical dont l'échéance était imminente et l'envoya par email au client. En plus d'un sentiment d'accomplissement, elle ressentit une légère fatigue. Lorraine se leva donc de sa chaise et s'étira. Par la fenêtre, elle pouvait voir les enfants du quartier commencer à rentrer de l'école. « Je devrais me faire un café », se dit-elle. En se dirigeant vers la cuisine, le regard de Lorraine s'arrêta sur une photo de famille accrochée au mur. Sur la photo prise l'été dernier à Cap Cod, Jacob avait les bras autour des épaules de ses parents, et tous les trois riaient aux éclats. À ce moment-là, Jacob avait parlé avec passion de ses rêves d'avenir. Il voulait devenir médecin pour aider les gens dans le besoin, devenir un praticien admirable comme son père. Elle alluma la cafetière et sortit la pâte à cookies du réfrigérateur. La pâte qu'elle avait préparée le matin avait atteint la consistance idéale. Tout en préchauffant le four, elle réfléchit au menu du dîner. Elle décida de faire un pain de viande, le plat préféré de Jacob, et une salade que Daniel aimait. Vers 15 heures, les cookies étaient dorés à point. Entourée de leur doux parfum, Lorraine sourit avec satisfaction. Maintenant, quand Jacob rentrerait, elle pourrait l'accueillir avec des cookies chauds et du lait. Imaginant le visage ravi de son fils, elle transféra les cookies sur une grille pour les laisser refroidir. Sa tasse de café à la main, Lorraine retourna au bureau. Pour continuer le travail de traduction restant, elle se replongea dans le roman français. Elle peinait à trouver les expressions japonaises appropriées pour un passage qui décrivait les émotions complexes du protagoniste. Elle consulta plusieurs dictionnaires et examina les subtiles différences de nuances. À 15h30, alors qu'elle était concentrée, la sonnerie de son smartphone parvint à ses oreilles. C'était un appel d'un numéro inconnu. Bien qu'elle pensât qu'il pouvait s'agir d'un appel indésirable, elle se dit qu'il pouvait être lié au travail et répondit. « Allô, ici Carter. Êtes-vous la mère de Jacob Carter ?» C'était une voix d'homme inconnu. Le ton officiel et tendu fit battre le cœur de Lorraine. Un appel d'un inconnu qui connaissait le nom de son fils n'annonçait probablement rien de bon. « Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil ? Ici l'officier Ali de la police de Boston. Madame, veuillez rester calme et écouter. » Un appel de la police. Les mains de Lorraine se mirent à trembler. Elle posa sa tasse de café sur le bureau et se rassit fermement sur sa chaise. Son cœur battait la chamade et sa respiration devint superficielle. « Votre fils a été victime d'un accident de la circulation. » À cet instant, le monde de Lorraine s'arrêta. Les mots de l'officier résonnaient en boucle dans sa tête et son sens de la réalité s'estompa. Ce doit être une mauvaise blague, souhaita-t-elle que ce soit un rêve. L'accident s'est produit vers 15 heures à l'intersection de Main Street et Oak Street. C'était une collision entre un bus scolaire et une voiture. Jake ?
Est-ce que mon fils va bien? La voix de Lorraine tremblait, formant à peine des mots cohérents. La photo de famille sur le bureau semblait floue. Il a été transporté à l'hôpital central. Il est inconscient et dans un état critique, mais les médecins font tout leur possible. L'hôpital central. C'était l'hôpital où travaillait Daniel. Au moins, s'il était à l'hôpital de son mari, il devrait recevoir les meilleurs soins. Lorraine trouva une faible lueur d'espoir dans ce fait. Je me rends à l'hôpital tout de suite. Merci. Après avoir raccroché, Lorraine appela le portable de Daniel avec des mains tremblantes. La sonnerie semblait durer une éternité. Il était peut-être en chirurgie. Il était peut-être en consultation. Diverses possibilités lui traversèrent l'esprit. Lorraine, qu'est-ce qui ne va pas? Au moment où elle entendit la voix de Daniel, Lorraine sentit les larmes lui monter aux yeux. Daniel, Jack a eu un accident. Ils disent qu'il a été emmené à ton hôpital. Elle entendit Daniel suffoquer à l'autre bout du fil. Compris. Je vais vérifier aux soins intensifs tout de suite. S'il te plaît, viens à l'hôpital. J'arrive. Lorraine chercha frénétiquement ses clés de voiture. Ses mains tremblaient tellement qu'elle ne les trouvait pas facilement. Trouvant enfin les clés, elle enfila son manteau et se dirigea vers la porte d'entrée. Au moment d'ouvrir la porte, elle vit sa voisine, Madame Johnson, en train de jardiner. « Lorraine, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es toute pâle. Jack a eu un accident. Je dois aller à l'hôpital. Oh mon Dieu! Conduis prudemment. Je prierai pour vous. » Montant dans la voiture, Lorraine essaya de prendre une profonde inspiration en démarrant le moteur. Cependant, avec une sensation d'oppression dans la poitrine, elle ne parvenait pas à respirer correctement. En regardant son visage dans le rétroviseur, elle vit qu'elle était devenue pâle, exsangue. Le trajet jusqu'à l'hôpital prenait habituellement environ 15 minutes, mais des embouteillages étaient à prévoir aujourd'hui. Lorraine vérifia l'heure et calcula mentalement l'itinéraire le plus court. Priant pour la sécurité de son fils, elle appuya prudemment sur l'accélérateur. Lorraine gara sa voiture à l'entrée des urgences de l'hôpital central, les mains tremblantes alors qu'elle coupait le moteur. Elle s'était garée en dehors des lignes blanches, mais cela n'avait aucune importance. Seul son fils occupait ses pensées. Lorsque les portes automatiques s'ouvrirent, l'odeur de désinfectant et l'atmosphère tendue l'accueillir. Courant vers la réception, Lorraine articula d'une voix essoufflée, « Jacob Carter, 15 ans. On m'a dit qu'il avait été amené suite à un accident de la route. » La réceptionniste vérifia l'ordinateur d'un air exercé et afficha une expression compatissante. « Il est aux soins intensifs. 3e étage. Veuillez prendre l'ascenseur. » Merci. Lorraine appuya sur le bouton de l'ascenseur et attendit qu'il monte, regardant les chiffres augmenter un par un. Son esprit était en plein désarroi. Les mots « inconscient » et « état critique » résonnaient sans cesse dans sa tête. Quelle était la gravité de ses blessures? Y aurait-il des séquelles? Elle ne pouvait même pas envisager le pire scénario. Arrivée au 3e étage, elle vit le panneau « Soins intensifs » au bout du couloir. Bien qu'elle ait l'intention de marcher, ses jambes ne bougeaient pas comme elle le voulait. C'était comme marcher dans un cauchemar. Devant l'unité de soins intensifs, elle remarqua un panneau avec les heures de visite et le règlement, mais les lettres semblaient floues et illisibles. « Madame Carter ?» En se retournant, elle vit un médecin d'âge mûr au visage pâle s'approcher. Sa blouse blanche portait un badge nominatif « Dr Miller ». Son expression était grave, indiquant qu'il était sur le point de communiquer quelque chose d'important. « Veuillez vous asseoir ici. » Le docteur Miller montra une chaise à proximité. Lorraine s'assit comme on le lui avait demandé, mais elle n'avait plus de force dans tout son corps. Le médecin s'assit en face d'elle, semblant choisir ses mots avec soin. « D'abord, laissez-moi vous informer de l'état de votre fils. Jacob a subi un choc violent à la tête et est actuellement inconscient. Cependant, sa pression intracrânienne est stable et sa vie n'est pas en danger. » Lorraine poussa un soupir de soulagement. Les mots « sa vie n'est pas en danger » étaient comme un rayon de lumière dans les ténèbres. Cependant, une intervention chirurgicale est nécessaire. Nous nous préparions donc à une transfusion sanguine. L'expression du médecin devint encore plus sérieuse. Y avait-il un autre problème? Le cœur de Lorraine se remit à battre violemment. Lors de la préparation de la transfusion, nous avons découvert quelque chose d'incroyable. Le docteur Miller tendit à Lorraine les documents qu'il tenait. C'était une feuille de résultats d'analyse de sang. Des chiffres et des termes techniques s'alignaient, mais il y avait un élément qu'elle pouvait clairement comprendre.
Groupe sanguin O. Lorraine fixa le document, sans voix. Elle était du groupe A et Daniel aussi. Selon les lois de la génétique qu'elle avait apprises au lycée, si les deux parents étaient du groupe A, l'enfant devrait être du groupe A ou O, mais la probabilité qu'un enfant du groupe O naisse devrait être extrêmement faible. Non, attendez. Ce n'était pas une question de probabilité. Quelque chose n'allait pas. Je suis du groupe A. Mon mari aussi. La voix de Lorraine tremblait. Le médecin soupira profondément et sortit un autre document. C'est pourquoi nous avons effectué un test ADN en urgence. Normalement, cela prendrait plusieurs jours, mais en raison de l'urgence, nous l'avons réalisé rapidement en utilisant une méthode spéciale. Un test ADN. Lorraine ne voulait pas comprendre ce que ces mots signifiaient. Cependant, l'expression sérieuse du médecin indiquait qu'il était sur le point de lui annoncer une réalité inéluctable. Je dois partager les résultats avec vous. Après avoir pris une inspiration, le médecin regarda Lorraine droit dans les yeux. Jacob n'est pas votre enfant biologique. Le lien de parenté est infirmé à 99,9%. À cet instant, le monde de Lorraine s'effondra. Les mots du médecin se répétaient dans sa tête, mais elle ne pouvait en saisir le sens. Le fils qu'elle avait aimé et élevé pendant 15 ans était-il en réalité l'enfant de quelqu'un d'autre, sans aucun lien de sang? Ce n'est pas possible. Ce ne peut pas être vrai, murmura Lorraine en fixant les documents. Les chiffres semblaient danser, et son sens de la réalité avait disparu. Il y a 15 ans, elle avait bien donné naissance à cet enfant. La douleur de l'accouchement, l'émotion de tenir son fils pour la première fois, tout restait vivace dans sa mémoire. Il doit y avoir une erreur. S'il vous plaît, refaites le test. Je suis désolé, mais il n'y a aucune erreur dans les résultats. Nous aussi, nous avons eu du mal à y croire et nous avons vérifié 2 fois. Les mots du médecin lui assénèrent un nouveau coup. Lorraine essaya de se lever, mais ses genoux fléchirent et elle faillit s'effondrer. Le médecin la soutint précipitamment, mais son esprit était complètement vide. Mais je l'ai mis au monde. J'ai tenu cet enfant dans mes propres mains. Les larmes ne cessaient de couler. 15 ans de souvenirs défilaient dans son esprit. Les premiers mots de Jacob, ses premiers pas, les journées sportives à l'école, les fêtes d'anniversaire. Tout cela était-il un mensonge? Non. Les souvenirs existaient bel et bien. L'amour aussi était réel. Madame, c'est une affaire très grave. En tant qu'hôpital, nous avons l'obligation de le signaler à la police. Le mot « police » ramena Lorraine à la réalité. Ce n'était pas seulement un accident médical. Quelqu'un avait-il intentionnellement échangé les bébés? Était-ce possiblement un crime? Où est mon vrai fils? Les mots s'échappèrent inconsciemment des lèvres de Lorraine. Son vrai fils vivait-il quelque part? Quelqu'un l'élevait-il? Vivait-il heureux? Diverses questions tourbillonnaient dans son esprit. Des pas précipités se firent entendre dans le couloir. Daniel était arrivé en courant. Son visage sous sa blouse blanche était pâle et ses cheveux en désordre. « Lorraine, est-ce que Jack va bien ?» Daniel serra les épaules de Lorraine et regarda le docteur Miller comme un collègue travaillant dans le même hôpital. Il avait peut-être obtenu des informations. « Daniel. » Lorraine appela le nom de son mari mais ne trouva pas les mots pour continuer. Elle ne savait pas comment expliquer. Tout ce en quoi ils avaient cru pendant 15 ans venait d'être renversé en un instant. « Docteur Carter, merci pour votre travail. » Le docteur Miller s'inclina devant Daniel. Puis il commença à répéter la même explication, l'incompatibilité des groupes sanguins, les résultats du test ADN et la conclusion choquante. Elle pouvait voir l'expression de Daniel changer progressivement. D'abord la confusion, puis le déni, et enfin, une acceptation désespérée. Le couple fixa ensemble les résultats du test, suivi d'un long silence. « Qu'est-ce que cela signifie ?» La voix de Daniel était basse et contenait de la colère. Bien qu'il essayât de garder son calme en tant que médecin, ses émotions de père débordaient. Nous sommes également confus. Mais les faits sont les faits. Une enquête de police sera nécessaire. À ce moment-là, la porte de l'unité de soins intensifs s'ouvrit et une infirmière apparut. « Docteur Miller, il y a un changement dans l'état de Jacob. » Ils se précipitèrent tous les trois vers les soins intensifs. Au moment où ils virent Jacob allongé sur le lit, la poitrine de Lorraine se serra. Même sans lien de sang, cet enfant était sans aucun doute le fils qu'elle n'avait cessé d'aimer. Après avoir confirmé que l'état de Jacob était stable, Lorraine et Daniel furent conduits dans le salon de réception de l'hôpital. 2 heures plus tard, 2 inspecteurs de la police de Boston arrivèrent. Il y avait l'inspecteur Ali, un homme âgé, et une jeune inspectrice, Parker. M et Madame Carter,
Nous comprenons que la situation est très difficile pour vous, commença l'inspecteur Ali d'un ton doux. Ses cheveux grisonnants et ses rides profondes témoignaient de son expérience dans la gestion de nombreuses affaires difficiles. D'abord, pouvez-vous nous confirmer dans quel hôpital Jacob est né il y a 15 ans? À l'hôpital Boston Memorial, répondit Daniel. Mon épouse a eu un accouchement difficile qui a duré 36 heures. Il est né le 15 mars 1995 à 2h48 du matin. L'inspectrice Parker continua à poser des questions tout en prenant des notes. Pourriez-vous nous donner plus de détails sur les circonstances de l'accouchement? Qui était présent? Lorraine répondit d'une voix tremblante, le médecin accoucheur était le docteur Hamilton. Il y avait 2 sages-femmes et aussi l'infirmière en chef Helen Morris. Elle était très gentille et est venue nous voir plusieurs fois, même après l'accouchement. Les inspecteurs échangèrent un regard. Ils semblaient détenir une information importante. Concernant l'infirmière en chef Helen Morris, vous souvenez-vous de quelque chose de particulier à son sujet? Elle était très dévouée, répondit Lorraine en fouillant sa mémoire. Elle m'a donné des consultations personnelles avant l'accouchement et m'a enseigné en détail les soins pour le bébé après la naissance. Cependant, quoi? Le dernier jour, le matin de notre sortie, elle semblait un peu étrange. Elle n'avait pas sa gaieté habituelle et paraissait quelque peu déprimée. L'inspecteur Ali hocha la tête profondément. En fait, nous avons déjà commencé à enquêter sur les dossiers de l'hôpital Boston Memorial datant d'il y a 15 ans. 3 bébés sont nés le même jour que Jacob. L'un d'eux était un garçon né d'une jeune fille sans abri de 17 ans, et des procédures d'adoption devaient commencer immédiatement après la naissance. Le cœur de Lorraine s'emballa. C'était peut-être son vrai fils. Qu'est-il arrivé à cette fille? Le lendemain de l'accouchement, elle a soudainement disparu de l'hôpital. Elle a laissé le bébé derrière elle et a disparu sans signer les papiers d'adoption. Daniel se pencha en avant. Qu'est-il arrivé à ce bébé? C'est là le problème. Selon les dossiers, ce bébé est décédé le lendemain. Cependant, il y a des points suspects dans les détails du certificat de décès. L'inspectrice Parker poursuivit, nous avons interrogé tout le personnel médical de l'époque. Plusieurs employés nous ont donné le même témoignage. L'infirmière en chef Helen Morris avait des sentiments personnels pour votre mari. Le visage de Daniel devint livide. Que voulez-vous dire exactement? Dr Carter, vous souvenez-vous de quelque chose de cette époque? L'infirmière en chef Helen Morris vous a-t-elle déjà approché personnellement? Daniel posa la main sur son front, essayant de se remémorer. Elle me parlait plus souvent que les autres infirmières. C'était sous le prétexte de consultation médicale, mais en y repensant, une grande partie de la conversation était d'ordre personnel. Plus précisément, elle m'a invité à prendre un café plusieurs fois. Quand j'ai refusé, elle m'a traité froidement pendant un certain temps, mais j'ai pensé que c'était juste une relation professionnelle, alors je n'y ai pas prêté plus d'attention. L'inspecteur Ali hocha gravement la tête. Selon plusieurs témoignages du personnel, l'infirmière en chef Helen Morris vous a avoué ses sentiments à plusieurs reprises, et lorsqu'elle a été finalement rejetée, un employé l'a entendu murmurer « Je te le ferai regretter ». Lorraine porta la main à sa bouche. Un terrible pressentiment devenait réalité. Aurait-elle pu? Nous avons identifié l'endroit où se trouve actuellement Helen Morris. Elle travaille comme infirmière dans une maison de retraite dans une petite ville du New Hampshire. Ce matin, nous avons sollicité sa coopération volontaire. À ce moment, la porte du salon s'ouvrit et un jeune policier entra. « Inspecteur, il y a eu des progrès dans l'interrogatoire d'Helen Morris. » L'inspecteur Ali se leva. « Veuillez patienter un instant. Nous revenons tout de suite. » 30 minutes plus tard, les inspecteurs revinrent. L'expression de l'inspecteur Ali était grave. Helen Morris a d'abord tout nié en bloc. Cependant, lorsque nous lui avons présenté des preuves décisives, elle a renoncé et a avoué. Quelles preuves? Le jour où elle a pris sa retraite, une partie de la caméra de sécurité de la nurserie est tombée en panne. Cependant, la caméra du couloir l'a enregistrée entrant dans la nurserie tard dans la nuit. De plus, elle portait 2 couvertures de nouveau-né. Lorraine se renversa sur sa chaise. Le mystère de 15 ans était enfin sur le point d'être résolu. Selon ses aveux, le mobile était la vengeance. En représailles de son rejet par le docteur Carter, elle a échangé votre nouveau-né avec celui de la jeune fille sans abri. Daniel serra les poings. Quelle horreur? Qu'est-il arrivé à notre vrai fils? L'inspectrice Parker répondit avec précaution. Votre vrai fils, enregistré comme le bébé de la jeune fille sans abri, a été confié au système d'adoption.
Nous suivons actuellement les dossiers d'adoption. Y a-t-il une possibilité de le retrouver? Grâce à un croisement avec les bases de données ADN, nous avons découvert qu'il a été élevé par une famille d'accueil dans l'État de New York sous le nom de Matthew Wilson. Il a actuellement 15 ans et est au lycée. Lorraine demanda à travers ses larmes, « Cet enfant? Est-ce que Matthew vit heureux ?» La famille Wilson est merveilleuse. Ils ont élevé Matthew avec amour comme leur propre fils. Il est excellent sur le plan scolaire et doué pour la musique. Des émotions complexes envahirent le cœur de Lorraine. Elle était heureuse que son vrai fils ait été élevé dans le bonheur. Cependant, le fait qu'ils aient été séparés pendant 15 ans était difficile à accepter. Que arrivera-t-il à Helen Morris? L'inspecteur Ali répondit avec une expression sévère. Elle sera accusée d'enlèvement, de faux et usage de faux, et de plusieurs autres chefs d'accusation. Nous avons suffisamment de preuves, donc une lourde peine sera prononcée. Que dit-elle maintenant? Elle dit qu'elle regrette. Cependant, cela ne comble pas le vide de 15 ans. Daniel prit la main de Lorraine. Que devrions-nous faire à partir de maintenant? D'abord, nous devons expliquer la situation à Matthew et à la famille Wilson. Nous servirons de médiateurs. Cependant, c'est une affaire très délicate. Nous devons procéder en tenant compte des sentiments de chacun. Lorraine regarda par la fenêtre. Il y a 15 ans, cette nuit-là, elle avait bien donné naissance à son propre enfant. Mais cet enfant avait grandi dans une autre famille, et elle avait continué à aimer Jacob, qui n'avait aucun lien de sang, comme son propre fils. Nos sentiments étaient-ils faux? L'inspecteur Ali sourit doucement. Absolument pas. Il n'y a rien de mal dans l'amour. Des temps difficiles vous attendent, mais nous trouverons sûrement une bonne solution. 6 mois plus tard, alors que les premières neiges commençaient à tomber sur Boston, Helen Morris fut condamnée à 20 ans de prison. Dans la salle d'audience, Lorraine croisa son regard pour la première fois. L'infirmière en chef autrefois si gentille ressemblait maintenant à une femme vieillie avant l'heure. Ses paroles d'excuse résonnèrent dans le tribunal, mais elle ne pouvait pas restaurer les 15 années perdues. L'hôpital accepta de verser une compensation substantielle, mais l'argent n'était pas important pour Lorraine et Daniel. Ce qu'ils voulaient vraiment, c'était un moyen pour les deux familles de coexister paisiblement. Jacob s'était complètement remis de l'accident. Quand il apprit la vérité, il versa silencieusement des larmes, mais montra bientôt une grande résilience. Mais maman et papa sont ma vraie famille. Lorraine se sentit sauvée par ces paroles de son fils. Son fils de 15 ans lui avait enseigné la force des liens au-delà du sang. Pendant ce temps, la relation avec Matthew et la famille Wilson à New York se construisait progressivement. La première rencontre fut pleine de tensions, mais les parents adoptifs de Matthew, Robert et Susan Wilson, se révélèrent être des personnes étonnamment compréhensives et chaleureuses. Matthew est notre fils. Cela ne changera jamais. Les mots de Susan allégèrent le fardeau sur le cœur de Lorraine. Elle aussi était une mère qui avait élevé son fils avec amour pendant 15 ans. Les deux mères purent comprendre les sentiments l'une de l'autre. Matthew était un garçon timide mais intelligent, doué pour le piano et le violon. Bien qu'il ait une personnalité contrastant avec celle de Jacob, la tension de leur première rencontre se dissipa rapidement de manière inattendue. « J'aimerais voir tes tirs au basket », dit Matthew, ce à quoi Jacob répondit par un sourire heureux. « J'aimerais t'entendre jouer du piano, aussi. » La veille de Noël, les deux familles partagèrent leur premier repas ensemble. La table de la salle à manger de Lorraine était dressée pour 8 personnes. C'était une soirée spéciale avec Daniel et Lorraine, Jacob, Robert et Suzanne, Matthew, et même la belle-mère Margaret. Le Noël de cette année est spécial d'une manière différente, dit Margaret avec un doux sourire. Lorsqu'elle avait appris la situation, elle avait été profondément choquée. Mais maintenant, elle aimait ses deux petits-fils de la même manière. Sur la table, il y avait un poulet rôti préparé par Lorraine et une tarte aux pommes apportée par Suzanne. Matthew joua des chants de Noël au piano tandis que Jacob écoutait tranquillement à ses côtés. « Nous avons eu de la chance », dit Lorraine à Suzanne, assise à côté d'elle. « Parce que nos deux fils ont été élevés dans des familles aimantes. » C'est tellement vrai. Ce n'est qu'avec cette situation que j'ai réalisé que l'amour n'a rien à voir avec les liens du sang. Dehors, la neige continuait de tomber silencieusement. La cheminée illuminait doucement la pièce, et les rires des 8 personnes résonnaient. Ce soir-là, avant d'aller se coucher, Jacob vint dans la chambre de Lorraine. « Maman, je veux rester ton enfant et celui de papa. Bien sûr, tu es notre précieux fils. Mais j'ai aussi appris à aimer Matthew. C'est comme un frère. »
Lorraine serra son fils dans ses bras. Elle était vraiment fière de la bonté du fils qu'elle avait élevé pendant 15 ans. Les liens du sang ne suffisent pas à faire une famille. C'est en partageant l'amour que l'on devient une vraie famille. Jacob sourit, soulagé, et retourna dans sa chambre. Lorraine se tint près de la fenêtre, contemplant le paysage enneigé et réfléchissant. La ruse du destin, il y a 15 ans, avait certainement apporté beaucoup de douleur. Mais elle lui avait aussi appris le vrai sens de l'amour. Des liens au-delà du sang, une confiance bâtie en surmontant les difficultés, et surtout, que la famille n'est pas quelque chose que l'on choisit, mais quelque chose que l'on crée par l'amour. Le lendemain matin, les deux familles assistèrent ensemble à la messe de Noël à l'église. Alors que les hymnes résonnaient, Lorraine pria silencieusement pour que ses deux fils continuent de grandir heureux et que les deux familles restent connectées pour toujours. Et elle rendit grâce pour ce miracle où l'amour, et non la haine, avait triomphé.